Mercredi 3 mai 2017, ravi de vous retrouver pour les informations sur l'ORTB. Voici les titres. Au sommaire de ce journal, la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. La journée, elle est faite de réflexion et surtout de découverte du métier de journalisme. À suivre également dans ce journal le point de la mission du ministre des Affaires étrangères en Turquie et en Norvège. C'est des plus pour l'investissement du PAG. Et puis des algues maritimes apparues à Fidrocet font peur. Le ministre du Cadre de vie est allé sur les lieux. Il a surtout rassuré les populations. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes aujourd'hui le 3 mai. Comme tous les ans, depuis 1993, le monde célèbre la Journée internationale de la liberté de la presse. Une journée qui permet d'évaluer la liberté de la presse à travers le monde, de défendre l'indépendance des médias et surtout de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession. Au Bénin, la ministre de l'économie numérique et de la communication a passé l'après-midi aux côtés des professionnels des médias. Elle leur a réaffirmé la volonté du gouvernement de relever avec eux les défis de la presse. Compte rendu à Ouachérif. Le concept de la sécurité des journalistes, l'accès aux sources de l'information, la protection de la liberté de presse, tout a été passé en revue au cours de cette journée pour permettre aux journalistes d'exercer leur métier avec plus de professionnalisme. C'est sans fausse modestie que nous proclamons que la presse béninoise, malgré tout, prend la place qui est la sienne dans l'état de droit que la plupart des Béninois s'évertuent à construire. Toutefois, il ne serait pas juste de passer sous silence les cas d'intimidation, de traitements dégradants dont nous continuons d'être victimes. Plus de 2 ans après sa promulgation, les professionnels des médias continuent de rêver des décrets et arrêtés qui retardent l'application effective du Code de l'information et de la communication. La ministre de la Communication à cette occasion a salué la qualité de la presse béninoise. Elle entend tout mettre en œuvre avec l'appui du gouvernement pour améliorer les conditions de vie et de travail des hommes des médias. Lorsque les temps sont critiques, que des craintes légitimes naissent de situations socio-politiques importantes, les médias béninois, toutes tendances confondues, se lèvent pour faire barrage à tout ce qui peut conduire notre société vers le pire. Voilà pourquoi il n'est jamais assez de vous rendre les hommages de la nation et de promettre qu'inlassablement nous travaillerons en parfaite harmonie avec les associations fêtières, le CNPA, l'UPMB et l'ensemble des acteurs à relever progressivement les défis qui s'imposent à nous. Par ailleurs, les journalistes ont été sensibilisés sur la nouvelle convention collective applicable à la corporation élaborée sous l'égide de l'UPMB et du CNPA Bénin. Et parlant du CNPA Bénin, le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel, il a profité de cette journée pour échanger avec les patrons de presse sur le fonds d'appui au développement des médias, un fonds qui a besoin d'être restructuré pour mieux servir la presse dans son ensemble. Huguette Rondello pour le compte-rendu. C'est à une séance d'échange sur les avancées du Fonds d'appui au développement des médias que le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel a convié les patrons de presse ce 3 mai 2017. Cette année, au niveau du CNPA, nous avons décidé de le mettre sous l'auspice d'une réflexion profonde et assez verticale sur notre projet qui de tout temps nous a animés, nous a caractérisés, à savoir le fonds d'aide au développement des médias. Ce projet a été l'un des projets importants du Code de l'information et de la communication qui en a donné toutes les ossature, la composition et la dimension que ça pourrait prendre. Pendant 2 ans déjà, nous avons observé une sorte de silence. Mais depuis quelques temps déjà, ça a commencé, les réflexions, les analyses par rapport à la mise en place de ce fonds-là parce que leur hache a presque sonné.
Le Fonds d'appui au développement des médias viendra mettre un terme à 20 années d'aide de l'État à la presse qui, selon le président du CNPA, n'a pas permis à ce corps de métier de véritablement se développer. 97-2017, ça fait 20 ans que l'aide de l'État, version actuelle, est distribuée. Mais qu'est-ce que ça nous a apporté? Rien du tout. Le développement des médias n'a pas été de mise. Il n'y a aucun projet structurant qui nous caractérise aujourd'hui. C'est pourquoi il faut aller au fond. Alors, ce fonds nous permettra, bien sûr, quoi? Nous permettra d'avoir des grands projets pour les médias, pour le développement des médias. Il s'agira par exemple d'avoir une messagerie de presse grandeur nature, une grande imprimerie de presse qui pourrait éditer tous les journaux, aller au niveau de la centrale d'achat des étangs de presse. Une communication est prévue au cours de cette séance d'échange. Elle porte sur la mise en œuvre du Fonds d'appui au développement des médias, un fonds placé sous la tutelle du ministère de la Communication. Journée internationale de la liberté de la presse, on en parle encore avec ces questions actuelles au Bénin. Que devient la liberté de la presse sous le régime de la rupture? Les journalistes béninois sont-ils suffisamment formés pour relever les défis de l'heure? Ces problématiques des professionnels des médias l'ont posé à la faveur d'une conférence débat, initiative de Elan Média et Leaders Press Club. Enoch Ompati et Bernold Djogbe pour le compte-rendu. Les activités entrant dans le cadre des journées médias bénin se poursuivent. Les organisateurs ont consacré la journée de ce mardi aux conférences débat. 2 panels étaient au rendez-vous. Le premier autour du thème « La liberté de presse au Bénin, état des lieux sous le régime de la rupture ». Si on ne nous permet pas d'accéder à des ressources pour pouvoir payer les intrants, payer le loyer, payer le personnel et autres, on est en train de nous priver de notre liberté. Je dis la vitalité de l'opposition est un stimulant pour l'action gouvernementale. Il est important qu'il y ait, au moment où des journaux fassent l'éloge dans la communication du gouvernement, il faut qu'il y ait des journaux qui portent la critique réelle. Une discussion à bâton rompu qui a vite fait d'aller sur le terrain des contrats de la presse avec l'exécutif. Si vous pensez que tout le monde doit avoir des contrats gouvernementaux, c'est que vous êtes d'accord avec moi, donc vous devez tous cadenasser après. Ce n'est pas possible. Ça ne promeut même pas la liberté que nous sommes en train de vouloir défendre par ici. L'aide de l'État à la presse publique est par ailleurs gérée par la HAC. La plupart des entreprises béninoises, toutes les entreprises tournent autour de l'État. Pas seulement les entreprises de presse. C'est l'État qui est le principal client de toutes les entreprises. La question de la formation des journalistes était aussi au cœur des discussions. À ce niveau, ils ont été tous unanimes sur la qualité des hommes des médias pour une presse crédible. Et pour cette presse crédible, la Maison des médias met à disposition un guide de formation en enquête journalistique. C'est un ouvrage de 177 pages qui répond à plusieurs critères du journalisme d'investigation et qui se veut surtout un livre de chevet pour les journalistes d'investigation. Evra Danani, Ramatou Lawani. Rédigé dans un style clair, concis et précis, le guide de formation en enquête journalistique de 117 pages répond à une double attente, celle des hommes des médias et des formateurs en investigation. Nous avons essayé de montrer la spécificité de l'enquête journalistique, ses caractéristiques, son originalité, son intérêt, son importance pour la démocratie et enfin nous avons présenté l'historique de l'enquête journalistique. Nous sommes ensuite attardés sur la manière dont il faut réaliser une enquête journalistique. La Maison des médias a voulu lancer cet ouvrage pour démystifier ce genre noble qu'est l'investigation. Quand on consulte le document, on verra que le style est simple, clair et ne rend pas sorcier le journalisme. Donc on n'a pas besoin d'être sorcier avant d'être journaliste. Et il n'y aura plus au Bénin de journalistes d'investigation. Un journaliste, il fait de l'investigation. Et pour y arriver, il suffira de tourner une à une les pages de ce guide afin d'explorer les méandres du professionnalisme en matière d'investigation journalistique.
Le rôle des médias dans la promotion de sociétés pacifiques, justes et inclusives, c'est le thème choisi pour célébrer cette 24e journée. Une journée qui reste et demeure pour certains professionnels une journée de réflexion. Une équipe de la télévision nationale a rencontré quelques anciens du métier pour savoir comment ils ont reçu en leur temps l'idée de la journée. Ils sont ici au micro de Marie-Louise Perrin. Il y a la période sous la Révolution pure et dure. Il n'était pas question de journée mondiale de la liberté de la presse. Il n'y en avait pas. Vous faites ce que le parti veut, un point trait. Vous ne parlez que dans le cadre de la Révolution. Donc c'était la première période. Puis il y a eu la période du renouveau démocratique. Et ces luttes que nous avons menées pendant la Révolution et qui ont abouti donc à la démocratie, ont permis d'avoir la journée mondiale de la liberté de la presse depuis les années 90. Donc depuis 24 ans, c'est la seconde période de ma carrière où je peux dire qu'au début, vraiment c'était quelque chose de souhaité. Et si la journée n'existait pas, il fallait la créer. Donc ça avait un sens, parce que le combat était là. Aujourd'hui, le combat est là, mais malheureusement, la liberté de la presse, disons, est un processus, mais elle est plus acquise qu'hier. Malheureusement, elle est mal utilisée. Je ne vois pas en dehors du début, je ne vois pas le changement qu'il y a. C'est pour cela que je voudrais appeler nos jeunes confrères à plus de responsabilité. Globalement, il y a eu les années euphoriques, c'est-à-dire les années où le Bénin était quand même en tête du peloton, hein, et puis c'était bien, c'était réjouissant, c'était quand même fierté de savoir que ce que nous faisons, c'est bien apprécié, bien reçu des autres. Je voudrais simplement dire qu'on peut avoir les réjouissances, mais on peut également réfléchir, débattre vraiment sérieusement des problèmes qui nous concernent. Parce que la réjouissance en elle-même, bon, c'est pas mauvais à soi, mais faire en sorte que ce soit des occasions pour qu'on réfléchisse, pour qu'on s'interroge sur nos conditions de travail, pour voir comment nous pouvons avancer, comment nous pouvons nous faire entendre. C'est important. Je crois qu'en notre temps, simplement, c'est des journées de réflexion où on réfléchit sur comment le monde de la presse évolue, sur les difficultés, les entraves, et puis bon, voilà, ça s'arrête là. C'est au niveau de la rédaction en réalité, tant qu'il n'y a pas quelque chose d'organisé par disons, les associations de journalistes ou de ceci ou de cela, la confraternité, ça se faisait à l'intérieur de l'organe dans lequel vous travaillez, simplement. Donc nous relayons, nous voyons ce qui se passe autour de nous, donc à travers le monde. Nous voyons ce qui se passe chez nous. Si nous estimons que nous ne sommes pas suffisamment libres, eh bien nous organisons des conférences, débats pour fustiger cela ou appeler l'autorité à faire un peu plus attention. Si c'est les moyens qui nous font défaut, on en parle. Si c'est la difficulté, et ça a été de tout le temps d'ailleurs, pour accéder à l'information, eh bien on en parle. Vous la suivez certainement de façon quotidienne. Elle est un genre journalistique en vogue au Bénin. Il s'agit de la revue de presse en langue nationale qui a une audience en progression. Mais un contraste, le respect des normes déontologiques reste problématique. Koudous Abdoulaye et Alexis Segbemon nous en parlent à travers ce sujet. Il donne une dernière touche à ses papiers avant de livrer sa revue de presse en fond. Arnaud Béanzin est journaliste en langue, officiant sur une chaîne de radio privée à Cotonou. Loin du studio, Arnaud se concentre dans son bureau pour faire la synthèse de l'actualité parue dans les quotidiens. Certains journaux lui parviennent au bureau, mais la majorité est reçue via les réseaux sociaux WhatsApp ou Facebook. On a tous les quotidiens d'aujourd'hui déjà. Ouais, il y a le matinal, Fraternité, l'Émergent, etc., Libération, tout est là. Donc, sur la base des unes... Arnaud produit des fois sa revue sur la base de la une des journaux, vue sur Internet. Les organisations professionnelles des médias apprécient. Il faut qu'au-delà des titres de la une qu'on nous présente sur Internet, qu'on puisse aussi avoir accès au contenu pour pouvoir pénétrer réellement la titraille et savoir le message
que le journal veut porter avant de pouvoir traduire dans les langues pour les consommateurs. L'on pense et l'on dit sans avoir sous les yeux la publication et on fait la revue là-dessus. Certes, c'est un linge sale qu'il faut laver en famille. Cette famille s'est élargie et plus de 6 radios et télévisions produisent et diffusent la revue de presse dans les langues nationales à Cotonou, un genre journalistique que très peu maîtrisent. Mais vous constatez que certains vont jusqu'à faire des commentaires de presse pendant qu'on parle de revue de presse et l'on fait appel à des syntaxes ou à des réalités qui ne sont rien d'autre que le commentaire personnel du journaliste qui fait la revue. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il puisse se limiter pour le moment à la revue des titres. Au moins, on peut dire que les dégâts seront limités. Limiter les dégâts, c'est ce à quoi s'évertue Arnaud Béanzin, même si quelquefois il se retrouve dans les mailles des structures de régulation des médias au Bénin. Il est arrivé plusieurs fois que l'ODEM m'ait épinglé sur des dossiers, évidemment. Vous savez, nous, au niveau de la revue de presse, on se dit que on est moins responsable de ce que nous relayons. Or, c'est faux. Également, au niveau de la HAC, il y a eu quelques plaintes il y a quelques années. L'avènement de la revue en langue nationale au Bénin remonte aux années 1999-2000. Le respect des normes déontologiques reste problématique en ce qui concerne ce genre journalistique au Bénin. Et pour mieux comprendre le fonctionnement de la presse, nous vous proposons une incursion dans le monde des médias béninois. Comment se passe le travail dans ce monde? Comment les journalistes concilient-ils vie conjugale et vie professionnelle? C'est une enquête de Blaise Adampo, Samuel Adimi et Dean Bouraïma. On entend leur voix à la radio. On les voit sur nos écrans de télévision. Certains s'illustrent dans les journaux à travers leurs plumes. Le journaliste a un objectif, celui d'informer. Mais pour y parvenir, un long processus précède. C'est à 17h, tous les 17h que nous tenons notre conférence de rédaction ici. Avant d'aller sur le terrain en tant que caméraman, on fait d'abord un briefing avec le chef de division reportage, disons tous les jours. Et tous les vendredis, on fait une réunion qui nous permet de débriefer de tout ce qu'on a eu à faire dans la semaine. Un travail d'équipe qui concourt à l'aboutissement du même objectif. Certains sont moins visibles. Le caméraman, après tout, est un artiste. Il a de l'inspiration en lui. Il parle avec sa caméra. Il s'exprime avec sa caméra. Est-ce que vous voyez? C'est vrai que nous restons dans l'ombre, mais dans l'ombre, nous faisons un travail remarquable. Moi, je ne nous appelle pas travail de l'ombre, mais je nous appelle les habilleurs du roi, les faiseurs du roi. On nous appelle les hommes d'ombre. Donc, ils nous laissent toujours dans notre ombre. On ne nous met pas en exergue. Or, moi, je sais que sans le technicien, il n'y a pas de journaliste. L'une des difficultés pour ces professionnels des médias réside dans la conciliation de leur vie de travail et de famille, chose souvent pas facile. C'est pas facile d'être femme au foyer et être journaliste. C'est compliqué parce qu'il faut gérer le papa, les enfants, le foyer, la cuisine, tout ça. Mais d'une manière ou d'une autre, on arrive à concilier tout ça. Question d'organisation, il suffit juste de mieux s'organiser et voilà, on ne sent vraiment pas que l'on est en train de faire des efforts. Mais c'est vrai qu'il y a des difficultés. La Journée mondiale de la liberté de la presse est plus une occasion pour les professionnels des médias de réfléchir pour une amélioration des conditions d'exercice de leur métier. Allez, à demain, 5/7. L'actualité de ce jour, c'est aussi la coopération multilatérale. Le Bénin renforce ses liens avec la Turquie et la Norvège. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération fait le point de la mission qu'il a conduite dans ces deux pays. Une mission dont l'objectif est d'améliorer l'investissement pour la réussite du programme d'action du gouvernement PAG. Je vous propose ici de suivre un extrait du point fait par Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Il est au micro de Ulvaeus Balogun et de Ramatou Lawani. Le mardi 25 et le mercredi 26, je me suis rendu donc à Ankara puis à Istanbul
à la tête d'une délégation qui comprenait 2 ministres de la République et un conseil spécial du chef de l'État, ainsi que des techniciens. J'ai donc remis au président Tayyip Erdogan un message du président Patrice Talon et nous avons signé un accord avec un opérateur spécialisé dans le cadre du programme des 20 000 logements qui constitue un programme phare du président de la République. Nous avons identifié un partenaire technique de référence qui va travailler avec notre pays et un accord a été signé parce que ce groupe est un groupe qui montre un grand intérêt et qui a de l'expertise que nous pouvons utiliser en lien avec les entreprises béninoises pour pouvoir accélérer le programme de réalisation des 20 000 logements. Nous avons également rencontré une autre entreprise qui est présente dans le domaine de l'énergie et qui a manifesté son intérêt pour réaliser un générateur de grande capacité pour augmenter l'offre d'électricité à notre pays. Après la Turquie, nous nous sommes rendus en Norvège. Nous sommes rendus à Oslo du 27 au 28 avril 2017, toujours pour consolider nos relations avec ce pays et surtout parce qu'il y avait une urgence écologique pour laquelle le chef de l'État a tenu que très rapidement nous puissions solliciter le partenaire norvégien. Vous savez certainement que dans les années 80, notre pays a tenté une expérience d'exploration d'un champ pétrolifère à Sémé. Cette compagnie, la Saga pour ne pas la citer, a laissé en plan des installations qui peuvent, si l'on ne prend pas les mesures qu'il faut, provoquer une catastrophe écologique. C'est pour cela que nous sommes allés voir nos amis norvégiens pour voir dans quelle mesure nous pourrions bénéficier de leur expertise, dans quelle mesure nous pourrions coopérer pour arriver à prévenir et à éviter qu'il y ait une catastrophe écologique au large de Sémé. Nous avons discuté des questions relatives aux investissements, au climat des affaires, à la coopération multilatérale et nous avons aussi parlé de la lutte contre le terrorisme. Enfin, j'ai signé au cours de ce séjour 2 accords. J'ai signé un premier accord avec l'Institut norvégien pour les affaires internationales, qui est un centre de recherche qui concentre ses activités sur les questions internationales. Le NUPI, comme on l'appelle, s'est engagé à travailler avec nous et pour pouvoir mieux préparer nos compatriotes à affronter les questions internationales, que ce soit dans le maintien de la paix ou dans la coopération classique. Le deuxième accord que j'ai signé au nom de notre pays a été avec la Norwegian African Business Association, qui est une association des gens du secteur privé, des investisseurs qui s'intéressent à l'Afrique. Nous avons signé un mémorandum d'accord pour faciliter leur arrivée dans ce pays. Et le conseil spécial du chef de l'État a fait une présentation du programme d'action du gouvernement où les programmes prioritaires ont été exposés, expliqués à un parterre impressionnant d'hommes d'affaires norvégiens. Parlons à présent environnement avec la plage de Fizirocé à Cotonou qui accueille depuis quelques jours des déchets rejetés par la mer. C'est une situation qui inquiète les populations riveraines et les usagers de cette plage. Descendu sur les lieux aujourd'hui, le ministre du Cadre de Vie a fait le constat et surtout rassuré les populations. Reportage William Aguiar. Des corps étrangers le long de la berge ici à la plage Fizirocé. Des déchets rejetés par les vagues de la mer dans un environnement de plus en plus salubre. Ce sont les algues marines. Ces déchets peu toxiques étalés sur une surface relativement limitée. Le phénomène est cyclique et naturel. À certaines périodes de l'année, les océans rejettent à cause de raisons diverses. On a parlé de changement de la température de l'eau. Il y a aussi les actions humaines liées à la pollution, le rejet de nos eaux usées, la pollution par l'usine de phosphate de Pémé au Togo. Tout ça perturbe un peu l'écosystème marin et surtout ces algues-là qui, un peu déstabilisées, sont dessouchées et rejetées sur nos plages. Un phénomène maîtrisé, le ministère en charge du cadre de vie pense déjà à sa valorisation. Sur les lieux, un laboratoire de recherche, celui des sciences et techniques de l'eau, de l'université d'Abomey-Calavi. En effet, nous avons l'habitude déjà de faire sur la jacinthe d'eau, qui est une espèce aquatique comme celle-ci, le test de biogaz. C'est-à-dire, nous essayons de mettre
ces plantes-là aquatiques dans des digesteurs et après un certain temps, ces plantes, il faut dire que c'est un mélange qui est fait avec d'autres substrats. En l'occurrence, nous utilisons soit les fesses humains ou nous utilisons les fientes de volaille. Donc après le mélange, un temps donné, il y a production de biogaz qui est du méthane. Nous parlons de la méthanisation. Donc ce méthane peut être utilisé pour la cuisson, tout comme les gaz que nous utilisons à la maison. Il n'y a donc pas d'inquiétude, les plages béninoises sont toujours fréquentables et le ministère en charge du cadre de vie entend poursuivre leur assainissement. Un mot de culture pour finir, je vous emmène maintenant à la découverte d'une manifestation culturelle de l'ère Bartholomew. Il s'agit de la fête à l'intention des morts. Elle marque, dit-on, la rupture entre les vivants et les morts. Sori, un arrondissement de la commune de Gogounou, a vibré au rythme de cette célébration assez originale. Spectacle de pyromanes, des flammes avalées et des arbres déracinés à tour de bras. C'est dans cet univers coloré, à la fois mystique, mythique et épatant, que Firmin Bassao et Judicaël Ayena nous plongent à travers ce reportage. Arbustes et gros arbres qui cèdent sous la pression de bras humains. Ce n'est pas un tour de magie, mais une manière originale d'honorer les morts en milieu Bartholomew. Ici, à Sori, commune de Gogounou, la pratique résiste à la modernité. Au niveau du peuple Bartholomew et des Bartholomew typiques, lorsqu'il y a un décès, à un certain âge, il y a les premières cérémonies funéraires qu'on appelle Gogourou. Et une fois que le Gogourou est terminé, si les familles ne sont pas prêtes, parce que ça demande beaucoup de dépenses, alors les gens attendent pour s'organiser. Au moment où les gens sont prêts, alors ils commencent les dernières grandes cérémonies qu'on appelle le Goyerou. Le Goyerou, un carrefour de plusieurs rituels. D'abord l'épreuve du feu. Après cette démonstration téméraire, voici les initiés à l'assaut de la brousse. Cette étape est périlleuse. Reviendront-ils sains et saufs? Le public retient son souffle. Pour le cas d'espèce, il y a un regroupement de 28 défunts. Ça fait des années qu'ils sont décédés et cette fin marque désormais que les vivants ont accompli leur devoir à l'égard des défunts. Et les défunts eux-mêmes, dans la mentalité du Bartholomew, les défunts sont contents que tout le rituel s'est organisé en leur mémoire. Le suspense dure toute la nuit et les voilà de retour au petit matin. Le clou de la manifestation est ceci. La célébration du Goyerou à Sori suscite l'engouement de tous, même des plus petits. Ce qui laisse deviner que la relève à ce niveau est assurée par la jeune génération. Ainsi se referme cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Prochain point de l'information, c'est tout à l'heure à 23h, une présentation de Héloïse Winantor. Bonne suite de programme sur l'ORTV.